exemplaire dans la librairie, peut-être donner un exemplaire aux différents premiers de classe. Mais bon, c'est ce que je peux. Bon, maintenant, si les bonnes volontés, peut-être vous ou bien certains que vous connaissez, ou les organisations peuvent nous aider, pourquoi ne pas mettre un exemplaire ou bien 2 exemplaires dans toutes les écoles de Bamako, voire même sur toute l'étendue du territoire malien. Voilà, moi quand même, c'est ce que je vais faire, je compte quand même, comme je suis venu ici, je compte aller à la rencontre des Maliens partout là où ils se trouvent. C'est mon objectif. Peut-être la situation financière va me ralentir un peu, mais quand même, mon intention, Dieu le sait, j'irai à la rencontre des Maliens partout là où ils se trouvent. Et également partout là où il y a une communauté estudiantine large, j'irai, puisque là, c'est notre génération qui doit connaître Modibo. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Oui. Alors, Mamadou Danaya, voisin de quartier à Bamako. Alors, désolé, je ne peux pas te vous voir. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, comme tu l'as dit, la jeune génération ne sait rien de Modibo Keïta. Oui. Effectivement, moi je suis de la génération de 90 et je ne me rappelle pas du tout de ce qu'on a fait sur Modibo Keïta. Oui. Et tu dis plein de trucs intéressants dans ton livre et tout. Donc déjà, ma question est de savoir, est-ce qu'en se procurant ce livre, la jeune génération peut se renseigner plus facilement ou alors peut en apprendre plus sur Modibo Keïta? Et surtout, est-ce qu'on peut savoir, ou alors tu peux mettre à disposition certaines sources pour qu'on puisse aller se renseigner si on veut plus de renseignements, etc. Merci pour cette question, Doudou. Voisin des quartiers, viens. Quoi encore? Tu devrais ajouter, hein? Ok, je vais laisser ça de côté. Ok, très bonne question. Dans le livre, voilà, il y a la biographie. Donc, j'ai cité mes sources, les livres que j'ai lus, et les sites, les websites, et également les audios que j'ai consultés. Et également, comme je l'ai dit, je suis parti à la rencontre de certains compagnons de Modibo Keïta. J'ai rencontré le premier député de Gundam, le professeur Sidi Traoré. J'ai rencontré Amadou Dikoroni. J'ai rencontré qui d'autre? Je ne me rappelle pas trop, mais j'ai rencontré Sedou Badian. Voilà. J'ai rencontré Eden Kodjo, mais lui n'est pas malien. Mais bon, ça, ce sont des personnalités qui ont vécu même. Ils savent ce qu'ils disent. Ils ont vécu même, par exemple, Sidi Traoré, le professeur Sidi, il m'a fait savoir, mais non. Modibo lui a demandé de se présenter pour être député. Lui, il n'était même pas à Gundam. On lui a dit, ok, il faut aller faire campagne. Il dit non, si la population de Gundam veut m'élire, je n'irai pas faire campagne. Il a été élu, le premier député de Gundam. Donc, j'ai eu à causer avec eux. Leurs témoignages sont dedans. Ce qu'ils m'ont dit est dans le livre également. Les sources sont dedans. Mais il faut reconnaître, ça c'est juste, je sais pas, le livre c'est juste peut-être, un dixième, hein. Un dixième de l'histoire de Modibo de l'ISRD, un dixième. Je pouvais faire 2 tomes, 3 tomes, mais bon, je me suis arrêté à ça, parce que là, c'est une histoire rocambolesque, c'est une histoire, je sais pas, on a beaucoup à dire. Mais ce que nous avons fait, nous avons tenu seulement à dépoussiérer, à lessiver quelques-unes de ses œuvres, pour qu'il puisse nous donner, comme je l'ai dit, un élan d'espoir. Pour qu'on puisse se réarmer intellectuellement, mentalement. Si les Modibo ont fait, nous pouvons le faire. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. J'ai dit, mais nos dirigeants d'aujourd'hui, là, est-ce qu'ils croient en Dieu? Modibo, il a eu à gifler un préfet dans le temps. Parce que là, le gars demandait les impôts, il était en train de mettre les gens à 4 pattes. Ça lui a trouvé un instituteur à Sikasso. Il a même fait la prison ici. 3 semaines, prison de la santé. Ça l'a empêché à être président. Non, je ne dis pas à quelqu'un d'aller frapper qui que ce soit. Mais il faut être droit. Les Modibo étaient droits. La patrie au-dessus de tout. Elle n'est pas négociée. Donc on a lessivé quelques-unes de ces œuvres qui peuvent vraiment nous aider à aller de l'avant. À faire une prise de conscience. C'est ce que j'avais pour ta question de demain. Oui, M. Tchambay. Tchambel Bougara, journaliste à la Voix du Mali, je tiens à vous féliciter pour votre courage. Merci. Malgré votre jeunesse, vous vous êtes attaqué à un sujet assez important. Modibo est une mère, c'est une bibliothèque, il est énorme. Sa personnalité, son charisme, son combat, son exemplarité, sa droiture,
on peut en citer. Tout à fait. Des anecdotes qui se suivent les uns des autres. Mais ce qu'il faut retenir de l'histoire de cet homme, c'est qu'il n'avait pas aussi que des amis. Il avait beaucoup d'ennemis. Modibo était un soninké, contrairement à tout ce que l'ambiance, l'histoire veut faire croire. Il est originaire de Guiré. Et ça, je le tiens de Amadou Seydou qui m'a beaucoup informé sur lui. Je connaissais ses parents, je les rencontrais, mais je ne savais pas qu'il venait de la famille de Modibo. Wow. Et c'est Amadou qui m'a appris ça, qui a éveillé un peu la conscience de cette nouvelle génération. Je crois que ce travail-là mérite d'être connu. On doit mener des débats sur des hommes pareils. Amadou m'a donné un témoignage par un exemple de droiture, et je termine là-dessus, que Modibo Keïta, pour amener sa maman à pèlerinage, a écrit une lettre à Abdou Wahab Doucouré, qui était son ambassadeur en Arabie Saoudite, pour emprunter de l'argent pour que sa maman puisse accomplir, Fatouma Kamara puisse accomplir le pèlerinage. Il m'a montré la lettre, écrite la main de Modibo Keïta, et ça c'est des exemples de droiture, de chef d'État et de souci de gestion du denier public et d'ambition que les nouvelles générations peuvent prendre, s'en inspirer pour bâtir ce pays-là. Je crois que c'est des exemples qu'on peut multiplier et bien d'autres de ses compagnons. Et donc moi je suggérerais quand même que ce travail continue, qu'il continue, qu'il aille même au-delà des foyers estudiantins, parce que notre tradition, notre culture est une culture orale. Beaucoup peuvent avoir accompagné, approché Modibo, les témoignages naîtront. C'est courageux, c'est pour vous encourager, vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Oui. Bravo et félicitations à M. Sangaré pour son essai. Merci. Nous ne partageons pas du tout le même avis sur Modibo Keïta. J'ai mené quelques petites recherches sur l'homme en tant que tel, sur l'homme d'État, sur le citoyen malien et sur le panafricaniste. Et je ne suis pas panafricaniste. Je le sais. Simplement, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on prend le Mali en tant que tel, depuis les indépendances de 1960 aujourd'hui, tout ce qu'on dit de ou sur Modibo Keïta, finalement, c'est que des bonnes choses. Tout à fait. On oublie, tu l'as indiqué lors de ton intervention, qu'il est resté au pouvoir pendant 8 ans. Et on oublie véritablement, au-delà de la politique, au-delà de l'apprentissage de la politique à laquelle l'Afrique s'apprêtait à cette époque, qu'est-ce que l'homme Modibo Keïta, sur le territoire malien, a fait concrètement, a apporté concrètement à sa population, et finalement, pour en venir à la milice populaire, qui a conduit nécessairement à la déconfiture de Modibo Keïta, comme tu l'as indiqué, non pas à la dissolution par Modibo Keïta de l'Assemblée nationale, mais à la carence de cette Assemblée nationale, finalement le peuple a fini par être totalement mécontent. Non seulement de l'homme, puisqu'il avait, en arrivant au pouvoir, comme tu l'as indiqué, ils étaient 15. Ils étaient 15 anciens Français qui avaient été formés principalement à Dakar, qui se sont retrouvés à diriger un pays, un État nouveau, avec des ambitions, avec des besoins que Modibo n'a pas pu satisfaire. Malgré toute sa bonne volonté, il était honnête, il était digne, il était panafricaniste. Tout à fait. Durant ce règne de 8 ans, le Mali n'a pas vraiment grandi. La déconfiture à Dakar, l'éclatement de la Confédération, le retour de Modibo parmi ses amis, et c'est une des raisons, je pense, qu'au Mali, il y a très peu d'écrits véritables sur les 8 années de Modibo Keïta et sur ce que ses compagnons, après Modibo, ont pensé de lui, sur son règne. Parce qu'il y avait tellement de choses à dire, tellement de choses à expliquer sur l'homme en tant que tel, sur le politique également, qu'il était compliqué d'écrire sur cet homme. Soit on prend parti, on dit des choses qui ne feront forcément pas plaisir à l'ensemble de la population, soit on ne prend pas parti, on reste dans l'ombre et on dit Modibo Keïta était ce panafricaniste qui aurait pu apporter à l'État malien tout ce qu'il réclame aujourd'hui en termes d'indépendance, en termes de développement économique et social. Mon avis, c'est que Modibo Keïta avait beaucoup de zones d'ombre. Au-delà du dignitaire, au-delà de l'homme politique, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il était dictateur, mais je dirais que sa déconfiture, il est seul responsable, puisque il avait quand même une certaine mémise sur
ses différents compagnons, qui buvaient Modibo, qui mangeaient Modibo, et que lui, personnellement, a cru trop à l'avenir du Mali en son temps, et que cet État n'était pas prêt à aborder, en tout cas, son avenir tel que Modibo le pensait, tel que Modibo le décrivait, et la milice arrive. La milice arrivant considère clairement que Modibo Keïta n'est pas cet homme d'État qu'il est en train de faire croire à travers le monde. Tu as eu à évoquer la situation de l'Algérie au nord du Mali. Ça a été également un des problèmes de Modibo Keïta sous son mandat, puisqu'il a quand même osé, le Mali étant une nation, donner une partie de cette nation à un État indépendant et souverain pour installer une base militaire d'un État souverain sur le territoire malien. C'est une décision politique qui, je pense, a conduit également à sa déconfiture auprès de ses différents compagnons. Et finalement, je me dis, on a à apprendre de Modibo Keïta. Et je te félicite encore une fois de plus pour ton essai. Mais je pense qu'il y a tellement d'aspects de la politique de Modibo Keïta qu'il serait trop simple de se limiter, je ne dirais pas caricature, ou je le mets entre guillemets, de la présentation de l'homme, de l'homme d'État, du politique, du panafricanisme, mais qu'il faudrait peut-être avoir un miroir et se dire finalement quels étaient les vrais tares de cet homme d'État qui se pensait homme d'État, qui se pensait un dignitaire qui pourrait conduire cette partie de l'Afrique en tout cas vers une destinée beaucoup plus profitable, et qui finalement s'est trompé. À mon avis, il faudrait peut-être aller sur ces différents chemins et regarder qu'est-ce qu'on peut finalement trouver de cet homme d'État et dire tout n'était pas comme on l'a dit, comme Ibeka l'a dit il n'y a pas très longtemps, tout n'était pas clair dans cet homme, et situer les responsabilités, et pourquoi pas, une fois qu'on aura fait la balance, l'équilibre, avancer dans le sens que Modibo aurait voulu penser le Mali, surtout pour nous aujourd'hui et pour les générations futures. Tout à fait. C'était mon apport à, Très belle contribution. En réalité, nous, on ne rejette pas les critères, hein. Et les critiques, je veux dire. On ne rejette pas du tout les critiques. Et je l'ai à le dire, Modibo n'était pas un messager de Dieu. Il n'était pas un saint. C'était un homme comme vous et moi. Donc, quelqu'un qui n'était pas parfait. Mais même s'ils se sont trompés, même s'ils ont fait des erreurs, c'était des erreurs d'apprentissage. Ils étaient de bonne foi. C'était la patrie au-dessus de tout. Comme je l'ai lu, le témoignage du FNL algérien, vous avez pu m'entendre, ils jalousaient le Mali. Tout ce qu'ils ont fait n'est pas dit que c'était bien à 100%. Nous ne rejetons pas du tout les critiques. Et Modibo même l'a dit, je l'ai cité dans le livre, lors de la commémoration de la fête de l'armée, mais je ne me rappelle pas trop de l'année, mais lorsque vous allez lire, il dit nous avons eu à faire des erreurs. Mais quel État n'a jamais fait d'erreur? Mais l'essentiel serait de faire l'analyse de ces erreurs, un tremplin de succès pour l'avenir. Je pense bien que c'était en 64. Il l'a dit. En 67 également, comme je l'ai dit, ces hommes ils sont à vénérer. Ils ont eu à faire leur autocritique sur l'agriculture, le secteur agricole. Et c'était le seul secteur, ils n'ont pas réussi. Ils ont eu à faire leur propre autocritique. Et également, il y avait des gens, même Amadou, les Amadou Djikoroni, on les traitait comme les chiens de Modibo. C'était pas ça, c'était des hommes de conviction. Et le bureau politique national, je l'ai dit dans le livre, vous allez vous rendre compte, était divisé entre l'aile dure et l'aile gauche. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'aile dure était les Modibo, c'est vrai, avec les Djara H. Mais il y avait les Jamari qui étaient l'aile droite, qui étaient les modérés. Et c'est eux qui ont même fait engager la négociation avec la France pour qu'on puisse retourner à l'UEMOA. Dans mes recherches, je ne l'ai pas cité dans le livre, mais cette droite même, tellement Modibo avait confiance à cette droite, tout ce qu'ils ont amené, le bureau politique a accepté. Amadou Djikoroni m'a appris, les négociations, c'était dit que le franc CFA allait être dévalué de 50%. Le papier que la droite a amené, ce n'était pas dedans. Amadou dit lors de la réunion, Amadou Djikoroni, il a demandé, mais il y a une page manquante, et Modibo lui a rappelé non. Et ils sont partis pour une mission pour la nation. Ce qu'ils ont ramené, c'est ce qu'on accepte. Donc cela veut dire que tout le monde n'était pas d'accord avec Modibo. Même après le coup d'État, les Jamari et les Pau,
ils ont été ministres dans le gouvernement de Modibo Keïta et de Moussa Traoré. Et tous n'étaient pas d'accord avec lui. Modibo voulait le socialisme. Est-ce qu'on peut critiquer quelqu'un d'avoir aimé son pays? Le socialisme, ce n'est rien d'autre. Le partage de la production de l'État, la justice sociale, la justice économique. Peut-être qu'il y a des gens qui sont riches, ça va à l'encontre de leur, je sais pas, de leur activité, mais c'est ce qu'ils voulaient. C'est vrai, les Filidabo, ils ont été arrêtés. Bon, malheureusement, on en a parlé dans les livres. On en a parlé. Nous, on accepte les critiques. Hein. Il suffit une page noire de l'histoire de Modibo Keïta. Voilà, ils sont décédés en prison, mais il y a eu un tribunal populaire. Et certains disent qu'il n'y avait pas de magistrat. Dans le livre d'Amadou Djikroni, il a cité les noms des magistrats. Il y avait 3 magistrats. Il y avait un tribunal populaire. Ils ont été condamnés. Modibo a comminé leur peine. C'était la peine de mort. A comminé, c'était devenu le travail forcé. Donc c'est vrai, tout n'a pas été beau. Tout n'a pas été beau. Et puis, voilà quoi. Ils ont eu à faire des erreurs. Mais c'était des erreurs de bonne foi. Enfin, il faut que Demébia Tabrablo. Demébia Tabrablo. C'est-à-dire, ils voulaient un Mali, pas comme ce qu'on voit aujourd'hui, et une Afrique. Déjà, lorsque j'étais à Africa Numéro la dernière fois, que Chéri Doumbia, je pense bien, un co-panéliste, et quand j'ai dit que Modibo était gourmand, parce que là, après l'éclatement de la Fédération du Mali, Foucault, dans ses mémoires, dit qu'il a dit à De Gaulle que Modibo risquait de se tourner vers Sékou Touré. Au lieu de cela, il s'est tourné vers Sékou et Kourouma pour que l'Union des États africains. Moi, j'ai dit Modibo était gourmand. Il dit non, parce que Modibo a eu écho de Kourouma en 58 qui a dédié l'indépendance du Ghana à toute l'Afrique. Mais ce qu'il ne sait pas, en 58, après le vote de la loi 4 de Gaston Defferre, lorsqu'on a mis sur place le gouvernement autonome, l'Assemblée du Mali, en 58, hein, c'est l'année même que le Ghana a eu son indépendance, 58, l'Assemblée du Mali a dit qu'ils sont prêts pour laisser tomber une partie de leur souveraineté pour former une communauté ou une fédération. Ça, c'était en 58. En 59, ils ont créé la Fédération du Mali. Donc, Modibo, il a été de tous les combats pour fédérer l'Afrique. Mais bon, comme tout homme, comme toute œuvre, les critiques sont là. Moi-même, mon livre, je m'attends à des critiques. Ce qui est sûr, il y a nous là. Ce qui est sûr. Mais quand même, ce que vous devez savoir, c'est que ces hommes, ils étaient de bonne foi. C'était des patriotes. La patrie au-dessus de tout. Sédou Badja nous avait savoir qu'ils ont mis Modibo en minorité lorsqu'ils avaient demandé à ce qu'un de ses petits frères devienne ministre. Modibo a refusé. Et dans les coulisses, certains disent que Modibo était un enfant maudit. Puisque là, quand ses compagnons voulaient que son petit frère devienne ministre, ils sont partis chez eux, sous l'égide de son propre papa, pour que son papa puisse lui faire pression à ce que son petit frère devienne ministre. Il dit non, il sera le dernier Malien qu'il va nommer ministre. Et il a dit devant son papa, c'est pas dans le foyer de mon papa qu'on doit parler du Mali. Son papa lui a répliqué, est-ce parler du Mali serait plus grand, ou bien serait un sujet plus, je sais pas, tabou dans mon foyer. Il dit non, l'histoire du Mali ne peut pas être discutée dans ton foyer. Ça doit être au bureau politique, ou bien en conseil des ministres. Ils se sont trompés, certainement, mais c'était avec la bonne foi. C'était des erreurs d'apprentissage. Regarde, 15 cadres, pendant 70 ans de colonisation. La colonisation nous a laissé que 15 cadres. 15 cadres. Mais ce sont des gens, ils étaient courageux, il fallait les faire. En 2 ans, on avait notre compagnie aérienne. Pilote, en 2 ans, notre compagnie aérienne. En 8 ans, 32 sociétés d'entreprises d'État. Sociétés d'État. C'est l'État, ça appartenait à l'État. C'est vrai, il y en a qui étaient déficitaires, mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Modibo pouvait faire comme les, je sais pas, comme d'autre côté, comme au fouilles. Il pouvait créer des entreprises, il était actionnaire. Et le restant de sa vie, ses ascendants, ses descendants, je vais dire, rejetons, ils allaient être des millionnaires. Qui connaît quelqu'un même de la membre de la famille de Modibo? Qu'est-ce qu'ils ont? Rien. Souvent, on gèle le bien de nos dirigeants à l'étranger. On a déjà entendu. Eden Koudjou, il m'a dit, si le peuple malien
parvient à prendre l'exemple sur le désintéressement de Modibo, de la chose publique, du denier public, les Maliens peuvent aller dire. Parce que là, jusqu'au prix d'aujourd'hui, personne n'a su prouver qu'il a détourné un seul rond. Bakary Kamia également, il me l'a dit. C'est-à-dire, même les dépenses de 10 francs du palais de Koulouba, Modibo notait 10 francs, 10 francs. Comme mon aîné Tchembal vient de le dire également, Amadou Selou m'a fait savoir cela aussi. Modibo a écrit une lettre pour qu'on puisse donner de l'argent afin que sa maman puisse aller faire le pèlerinage. Vous imaginez un peu un président? Quand même, ils se sont trompés. Et comme je l'ai dit, nous acceptons les critiques. Et les critiques seront toujours les bienvenues. Oui, Raki. En fait, je veux rebondir ce que vient de dire Oui. Monsieur Traoré. Monsieur Traoré, parce que moi je suis complètement d'accord avec lui. Okay. C'est vrai qu'ils se sont trompés. Oui. Ils ont fait des erreurs, ce sont des êtres humains comme nous. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, parce que tu viens de parler du président Félix Houphouët-Boigny, tout à fait, qui est un homme que j'admire complètement. Oui. Mais en fait, je trouve que les erreurs de Modibo, de l'RDA, nous, cette génération-là, nous allons en pâtir et nos enfants aussi. Pourquoi? La corruption que nous vivons aujourd'hui au Mali, on s'en plaint. Mais est-ce que tu ne te dis pas que quelque part, cette corruption vient de la RDA? Je m'explique, c'est-à-dire la manière dont ils ont déterminé les grilles de salaire. Ok, tu viens de dire que oui, c'est un président, il a fait l'aide pour demander un crédit pour envoyer sa mère à la mer. Il n'a jamais pris 10 francs, il déclare tout. Ok, on veut être socialiste. Mais est-ce que, limite au jour d'aujourd'hui, on prend un Malien qui travaille chez Air France, qui travaille à la BAD, n'a pas le même salaire qu'un Ivoirien? Pourquoi? Tout ça, c'est dû au RDA, dû au gré de salaire qu'ils ont fixé, qui était pour moi complètement obsolète. Et c'est pour toutes ces raisons-là que tous les Maliens, excusez-moi du terme, sont des voleurs au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un cadre va faire un bac plus 4, un bac plus 5, aller bosser et se taper 100 000 francs de salaire. Et tout le monde n'a pas 100 000 francs. Tout à fait. Je connais plein d'étudiants qui ont fait de brillantes études, qui sont rentrés parce qu'ils aiment leur patrie. Tout à fait. Moi je suis ici, c'est pas parce que je n'aime pas le Mali, j'aspire à rentrer chez moi. Mais ce que je veux dire, c'est que sincèrement, ce n'est pas normal qu'au jour d'aujourd'hui, on ait des jeunes qui aient des bacs plus 4, des bacs plus 5, qui n'arrivent même pas à avoir 150 000 de salaire. Au Mali, avec 150 000, on fait quoi en fait? On ne peut pas vivre. Et moi, je pense que tous ces problèmes-là, ça vient du RDA, parce que s'ils avaient géré le budget, ou s'ils avaient fait comme le président Félix Houphouët-Boigny en s'ouvrant au monde, je pense que le Mali allait aspirer à autre chose, parce qu'aujourd'hui, sur la scène internationale, même en Afrique, on prend l'Afrique de l'Ouest, je veux dire, nous sommes les derniers, quoi. Par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport aux autres pays. Ok, le social, mais bon, c'est pas ce qu'on mange, quoi. Excusez-moi du terme. Non, mais tu as raison, mais je pense que tu fais une mauvaise lecture de la situation. Tu as tout à fait raison, mais c'est une mauvaise lecture de la situation. Le RDA n'a existé que 8 ans. 8 ans. Et c'est jusqu'au coup d'État de 91 que le RDA est ressorti de ses cendres. Donc les dignitaires qui sont venus après Modibo. Non, mais moi je parle avant Modibo. C'est-à-dire qu'à la base, même les grilles de salaire ont été revues après. Mais à la base, par rapport aux autres États qui ont pris leur indépendance en même temps que le Mali, est-ce que c'était normal, en se disant soi-disant panafricain ou soi-disant socialiste, de mettre son pays dans des États comme ça? Parce que, moi je pense qu'on peut avoir une conviction. On n'est pas obligé d'impliquer toute sa nation, toute sa patrie dans cette conviction qui n'est peut-être forcément pas la bonne. Tu as raison. Mais, comme on l'a dit, ils ont voulu effacer la mémoire de Modibo et du RDA. Tout ce qu'ils ont mis sur place, ils ont voulu effacer. Si nous sommes dans cette collection, c'est les gens qui sont venus après Modibo qui ont sollicité cela. Tu peux t'assurer cela. 6 milliards, c'est quoi? Ça correspond au budget d'un ministère d'aujourd'hui. 6 milliards. C'était le budget national. Mais il faut voir ce qu'ils ont pu réaliser avec ces 6 milliards. Et les grilles salariales, c'est vrai. Mais c'était en fonction du budget de l'État. En fonction. Mais il aurait pu faire une ouverture comme un faux pour faire venir d'autres sociétés qui allaient investir, qui avaient une plus forte capacité de financement.
Pourquoi? C'est un choix. C'est un choix. Et il voulait Et le non, socialisme. Mamadou Dia, le premier président du gouvernement sénégalais, qui disait que Modibo prônait avant la lettre ce qu'on appelle aujourd'hui le partenariat, c'est-à-dire une coopération égalitaire dont les retombées seront réciproques, dénuées de toute suprématie ou de paternalisme. Il n'en veut pas fermer. On a eu, les Russes, ils nous ont construit beaucoup d'écoles au Mali. Et c'était les échanges.